Monsieur Deloguélé. Bonjour. Merci infiniment de nous recevoir chez vous et de répondre à nos questions. Alors, vous avez été candidat à la dernière élection présidentielle. Au deuxième tour, vous étiez face à l'actuel président. Vous avez reconnu votre défaite, même si vous avez émis des doutes concernant la fiabilité du scrutin. C'était important tout de même de faire ce geste? Oui, bon, un an est passé déjà, on peut en parler maintenant. Le président Touadéra est président pour 5 ans, mais effectivement, pendant le deuxième tour, il y a eu énormément d'irrégularités. Je pense que la présidente de transition en a parlé elle-même, puisqu'elle a été l'auteur de ces irrégularités. Manifestement, ce qu'ils ont conclu entre eux comme entente préalable n'a pas été mis en œuvre et elle a un peu livré les secrets du second tour. Je ne reviendrai pas dessus parce que le pays était trop fragile et contester les résultats à ce moment-là, d'autant plus que les jeunes étaient très énervés par ce qui se passait. Je pense qu'il fallait mettre fin à ce processus électoral très rapidement pour donner une chance à la paix. Donc il faut avancer selon vous aujourd'hui? Malheureusement, ce que j'ai fait, parce que j'espérais qu'en reconnaissant très vite les résultats des élections, on allait passer à une étape où des discussions allaient avoir lieu entre Centrafricains et rapidement pour passer déjà à la réconciliation nationale, puisqu'il n'y avait déjà pas beaucoup de violence quand on a eu les élections. Les groupes armés attendaient les élections pour démobiliser. Malheureusement, après les élections, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que c'est le style de gouvernance qui fait que le pays s'est de nouveau embrasé. Et nous sommes à une situation pire qu'au début de la transition de Samba Panza. Et pour revenir justement à ce conflit, le conflit centrafricain a été décrypté, analysé. Et selon vous, quelle était l'origine, sinon la genèse de ce conflit? Mais la genèse du conflit, c'est un peu le mode de gestion du régime de Bozizé et donc du président Touadéra, parce que ces hommes en armes qui viennent du nord-est, c'est ceux-là qui ont accompagné le président Bozizé à prendre le pouvoir en 2003. Je crois qu'après, ils ont attendu d'être démobilisés. Les fonds ont été rendus disponibles. Ces fonds ont été utilisés à autre chose. Donc ils ont attendu l'arme au pied et les fonds pour la démobilisation n'arrivaient pas. Et bon, ils ont commencé à créer des rébellions avec ces armes-là. C'est pour la plupart des exploitants de diamants et d'or. Et il y a eu, vers la fin des années Bozizé, une opération où le gouvernement est parti récupérer tout leur matériel, tous leurs diamants, leurs pick-up, bref, les a appauvris. Et ils ont décidé de se mettre ensemble, de créer la coalition Séléka, beaucoup plus pour se venger de la manière dont ils étaient traités. J'ajoute que de bout en bout, depuis la création des groupes armés, jusqu'à la formation de la Séléka, jusqu'à la prise de Bangui, eh bien, Touadéra était Premier ministre, chef du gouvernement. Alors, vous disiez donc la situation aujourd'hui est pire qu'avant la présidentielle. Décrivez-nous quelle est cette situation, quels sont les témoignages que vous recevez du terrain. Aujourd'hui, vous trouvez très peu de préfectures où il n'y ait pas de groupe armé. En dehors de quelques préfectures du sud-ouest du pays, et maintenant, depuis quelques mois, de Bangui, mais partout, le pays est occupé à plus de 60% par des bandes armées. Ce n'était pas le cas avant les élections. Avant les élections, ces bandes étaient cantonnées à des endroits très précis, notamment 2 ou 3 villes du nord-est. Maintenant, ils ont occupé tout le territoire. C'est eux qui prélèvent les impôts, c'est eux qui font la loi. Ils ont obligé les fonctionnaires de l'administration à quitter ces villes-là. Donc, dans la plupart de ces villes, vous ne trouvez ni préfet, ni sous-préfet, ni maire, ni gendarme, et c'est le plus grave, ni médecin, ni maître d'école. Et donc, le pays ne fonctionne plus. Il n'y a toujours pas d'armée centrafricaine et comme vous le savez, la MINUSCA ne réagit que quand ces hommes sont attaqués. Mais en dehors de la défense de ses propres intérêts, la MINUSCA ne réagit presque jamais. Vous voulez dire que la MINUSCA doit faire plus? Pour l'instant, elle ne joue pas suffisamment son rôle? Le mandat de la MINUSCA, à travers les différentes résolutions du Conseil de sécurité, c'est un mandat très robuste. Il s'agit d'empêcher les groupes armés
de s'en prendre aux populations. Il s'agit de protéger les populations civiles. C'est la première raison de la présence de la MINUSCA en Centrafrique. Mais depuis, vous savez, aujourd'hui, quand on annonce 20 morts, 50 morts, 60 morts, c'est devenu tellement banal. Et en plus, le gouvernement ne réagit jamais. Aucun mot de compassion, aucune action pour essayer au moins de rassurer les populations qui ont été meurtries. Donc c'est devenu tellement banal que les Centrafricains banalisent la mort de leurs compatriotes. C'est vraiment dommage. Alors, jusqu'ici, on avait donc les Séléka et les anti-Balaka. Aujourd'hui, la dimension du conflit a changé et vous dites qu'il y a d'autres nouvelles forces qui sont maintenant en action. Non, les anti-Balaka sont toujours là. Mais les anti-Balaka sont beaucoup plus devenus des forces d'autodéfense, c'est-à-dire qui défendent les villes qui sont attaquées. De temps en temps, évidemment, ils commettent des exactions. Mais dans la plupart des cas, quand les populations sont attaquées, ce sont les anti-Balaka dans les villes qui font ce qu'il faut pour un peu protéger les populations. Quand il n'y a pas d'attaque, quelquefois ces anti-Balaka commettent des exactions sur les populations à un moindre degré. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est beaucoup plus une compétition entre forces Séléka pour le contrôle du territoire, essentiellement les zones minières. Donc, vous avez vu que dans le nord-est, dans la région centre-est de Bambari, c'est une coalition de Séléka et d'anti-Balaka contre Ali Darassa de l'UPC, qui lui n'est pas centrafricain, il est du Niger, et la plupart de ces hommes ne sont pas centrafricains. C'est des mercenaires qui ont été amenés là par la Séléka, qui se sont organisés, qui se sont surarmés avec beaucoup de complicité à un plus haut niveau et qui aujourd'hui mettent la main sur les principales richesses de cette zone-là du pays. Et donc il y a un affrontement entre ces forces de l'UPC et les autres de FRPC et les anti-Balaka pour le contrôle justement de cette partie du territoire. Et ces affrontements font énormément de morts, y compris parmi la population civile, puisque vous avez des villes de plus de 6 000 habitants qui se vident, il n'en reste que quelques centaines. Vous avez des populations entières qui vivent en pleine brousse, et c'est vraiment un drame humanitaire. Et donc, on est loin d'un conflit confessionnel. Non, 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 pas du tout. Alors là, vraiment pas du tout. À un moment du pouvoir Séléka, les populations ont perçu, parce que beaucoup de commerçants musulmans ont pensé que c'était leur pouvoir. Ils ont donc contribué à commettre des exactions sur les populations et ça a failli tourner à une guerre confessionnelle. Mais très vite, les uns et les autres ont compris que c'était dangereux. Et aujourd'hui, rien n'est confessionnel dans ce qui se passe. Vous dites que c'est un conflit oublié. Oublié par qui? Par la communauté internationale, par le gouvernement? Oublié d'abord par le gouvernement, parce qu'il y a beaucoup de discours ici à Bangui. On parle d'adhésion au DDR. Le président se fait transporter par les hélicoptères de la MINUSCA pour aller faire quelques discours en province. Mais en dehors de cela, rien n'est fait par le gouvernement pour essayer de gérer au quotidien ces conflits. Donc oublié par le gouvernement, oublié par la communauté la communauté internationale qui commence à s'enlacer. Il n'y a pas que la République centrafricaine dans le monde. Il y a beaucoup de zones de conflit. Donc c'est à nous de faire en sorte que le grand intérêt que la communauté internationale avait pour notre conflit perdure. Parce que si les pays amis et les institutions mettent beaucoup d'argent pour éteindre un conflit et que le conflit ne fait que grossir pendant qu'il y a d'autres conflits qui naissent par ailleurs, il est à craindre que petit à petit, les gens finissent par se dire « Ah ben les Centrafricains, vraiment, ils nous fatiguent ». C'est ça qu'il faut craindre. C'est pour cela que je pense que le style par lequel le gouvernement prend ce problème n'est pas très bien. Il faut revoir la manière de traiter ce problème. Alors, selon vous, quelles sont ces solutions-là? Est-ce que vous pourrez être amené à travailler avec le gouvernement, par exemple? Mais c'est tous les Centrafricains qui veulent qu'il y ait la paix dans le pays.
Vous savez, le gouvernement se comporte comme une abeille autour de sa ruche de miel qui ne veut pas que les autres viennent. Il n'est pas question de venir se partager des postes. Il est question de partager les énergies, les intelligences pour voir comment trouver des solutions à des problèmes qui minent le vivre au quotidien des Centrafricains. Et pour cela, je trouve que ce serait plus intelligent que le gouvernement discute avec l'ensemble de la classe politique. Le président Touadéra a beaucoup d'alliés de second tour et des personnalités de poids, des personnalités qui ont eu à diriger le pays, qui ont des idées. Et je pense que ce serait plus intelligent de partager les expériences, de partager les idées avec ses alliés pour avoir des meilleures solutions pour traiter ces problèmes un à un et aboutir enfin à une situation de cessation d'hostilité. Parce qu'il faut la cessation d'hostilité avant de démarrer le DDR. Aujourd'hui, on parle beaucoup de DDR, mais les combats continuent. Comment voulez-vous démobiliser des gens qui sont encore en combat, qui ne s'arrêtent pas et qui recrutent de plus en plus? Et vous, M. Dologele, quel serait votre message à l'endroit de tous ces groupes armés? Vous savez, dans la région où je suis député, donc à Bokaranga, il y a des groupes armés, dont un groupe qui s'appelle les 3R avec un chef qui s'appelle Sidiki et qui a commis des exactions sur les populations. Et la ville où je suis député, la population a été multipliée par 2 parce que les populations ont fui d'un peu partout pour se réfugier là. Et nous avons pris une initiative, nous les députés. J'ai amené avec moi tous les députés de la région, de différents partis politiques, de différents bords politiques. Nous sommes allés discuter avec les groupes armés pour essayer de comprendre pourquoi ils font ça. Nous avons discuté avec les populations, nous avons discuté avec les anti-Balaka, nous avons essayé de comprendre pourquoi il y a ces conflits. Et nous avons tissé au moins des relations où nous pouvons les appeler chaque fois qu'il y a un problème pour dire qu'est-ce qui se passe, comment faire pour arrêter ça et tout. Donc, le gouvernement ne s'intéresse pas à faire ça. Moi, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Créer des conditions pour comprendre tout de suite pourquoi il y a tel conflit. Et justement, quand vous êtes allé voir ces groupes armés, qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi nous avons pris les armes? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Dans le cas de Louampende, c'est assez précis. C'est une espèce de cartel autour du bétail, puisque c'est la période de transhumance en ce moment. Il y a des troupeaux qui viennent d'un peu partout. Nous avons un pays dont le pâturage est de très bonne qualité et des troupeaux viennent du Tchad, du Niger, du Nigeria, du Cameroun, d'un peu partout pour paître là. Et donc, pour des questions d'intérêt autour de ce bétail-là, des personnes ont été recrutées par les éleveurs pour assurer la protection du bétail et également pour gérer les conflits entre éleveurs. Et ici en Centrafrique, quelques jeunes vont prélever 10, 20, 30, 40 bœufs dans les troupeaux et ça crée des conflits dont les populations sont victimes. Donc, quand nous sommes partis là-bas, ça a été plus précis et cela nous a permis de manager les jeunes des différentes villes et villages pour qu'il y ait moins d'attaques des troupeaux par les jeunes pour éviter que les populations ne soient victimes de ces conflits-là. Et vous avez vous-même presque tous les jours au téléphone des chefs de groupes armés? Dans la région de Bokaranga, quand il y a des attaques, j'essaie de comprendre pourquoi il y a ces attaques. J'appelle tel chef ou tel autre chef pour comprendre pourquoi vous avez attaqué, qu'est-ce qui s'est passé. Et en accord avec les quelques fonctionnaires de l'administration qui sont restés, j'essaie d'entamer des dialogues pour éviter que cela ne s'embrase un peu plus et que les populations ne souffrent un peu plus. Ça ne marche pas toujours, mais au moins ils savent aujourd'hui qu'au moindre petit conflit dans la région, moi ou un autre député, nous appelons. Cela fait des années que la Centrafrique est confrontée à des crises. Comment, selon vous, comment faire pour sortir définitivement de ces conflits? Nous sommes dans une espèce de cercle vicieux.
Il y a eu au départ une crise grave au niveau de l'éducation. L'éducation est réellement au rabais aujourd'hui. Vous avez entendu il y a quelques semaines, on dit que plus de 44% des enfants, je parle des élèves de primaire, hein, dans l'arrière-pays ne vont pas à l'école parce que les écoles sont occupées. Mais ça fait des années que ça dure, que l'éducation est au rabais. Et donc quand vous avez une population qui n'est pas éduquée, ça devient facile de créer ce type de situation. En plus, nous sommes un pays où il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Il n'y a pas beaucoup d'incitation à l'entrepreneuriat. Et en dehors de l'État qui recrute, qui embauche quelques 25 000 personnes, ce pays de 5 millions d'habitants n'a pas de possibilité de recruter des jeunes. Et donc, les jeunes, les enfants naissent, grandissent, deviennent adultes sans savoir quoi faire. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation nécessaire pour ça. Et même quand ils ont reçu, ils n'ont pas de formation. Ils ont un diplôme, mais ils n'ont pas de formation. Vous avez des jeunes qui ont Bac plus 4, Bac plus 5, et vous les voyez torse nu en train de pousser du fagot sur 30 km pour survivre. Donc c'est l'absence de perspective économique qui génère et entretient ce type de conflit. La solution est économique. La solution est économique? La solution est économique. Quand vous avez la possibilité d'offrir des emplois à ces jeunes-là, n'oubliez pas que 75% de la population a moins de 30 ans. Si vous n'avez aucune solution pour ces jeunes et que des personnes viennent leur offrir une Kalachnikov et ils savent qu'avec ça, ils peuvent gagner tout de suite. Vous savez, quand vous volez un bœuf, vous le vendez tout de suite à 200 000 francs. 200 000 francs, c'est le salaire de 6 mois ou plus de 8 mois pour certains qui travaillent. Donc, c'est un appât facile. Et ces jeunes qui n'ont pas de perspective, quand vous leur offrez de la violence pour s'enrichir, eh bien, ils y vont. La solution est économique. Merci beaucoup, Monsieur Dologuélé, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi.